Imaginez-vous vous réveiller un matin comme les autres, descendre les escaliers de votre manoir de 3 étages, vous attendant à trouver votre employé à son poste. Mais, en arrivant au salon, vous découvrez qu'un objet inestimable a disparu. Et à cet instant précis, vous savez exactement qui blâmer. La police est appelée, votre réputation est en jeu, toute votre confiance est ébranlée en une seule nuit. Et puis, quand tout semble perdu, quand vous avez déjà détruit des relations entières en vous, fondant sur des certitudes absolues, la vérité surgit d'un endroit insoupçonné, un secret enfoui dans votre propre valise, un secret si profond, si personnel, qu'il changera non seulement le cours de cette histoire, mais aussi votre perception de vous-même. Nous suivrons le parcours d'un homme qui possédait tout, argent, pouvoir, influence, mais qui, sans même s'en rendre compte, perdait l'essentiel. C'est l'histoire d'une accusation hâtive qui peut détruire des vies, d'un aveuglement causé par la cupidité, et de la façon dont, parfois, quand on a tout sauf les pieds sur terre, la vie nous force à nous confronter à la réalité d'une manière inoubliable. Cette histoire vous touchera, elle vous amènera à vous interroger sur vos propres choix. Car il ne s'agit pas seulement d'une histoire de vol et d'injustice, mais aussi d'une histoire de rédemption. Il s'agit du courage d'affronter ses propres erreurs quand il est presque trop tard, et du pouvoir transformateur que peut engendrer un simple moment de sincérité brutale. Mais attendez, car il y a un détail dans cette histoire que ni vous ni Lucas Henrik n'étiez préparés à découvrir. Un détail qui implique une personne bien plus proche que nous ne l'imaginions. Préparez-vous, car vous allez vivre chaque instant de ce voyage intensément, et vous comprendrez bientôt pourquoi Lucas n'était pas le seul à cacher des secrets dans ce manoir. Je suis certain que, comme des millions d'autres personnes, vous avez déjà vécu ce moment où vous étiez absolument convaincu d'une vérité, pour ensuite réaliser que vous aviez complètement tort. Eh bien, c'est précisément l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, une histoire vraie, celle de Lucas Henrik, un magnate de l'immobilier qui a bâti un empire financier à partir de rien. Mais cette histoire ne concerne pas seulement Lucas, elle illustre comment nos certitudes peuvent détruire des vies, comment l'argent peut nous éloigner de ceux qui nous aiment vraiment, et comment un simple objet peut déclencher une série d'événements qui bouleversent toutes nos croyances. Quand on regarde des histoires comme celle-ci, elles suscitent toujours une profonde réflexion. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et pendant que vous y réfléchissez, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un like. Ce type de contenu de qualité ne vous parvient que si vous montrez à YouTube votre intérêt. Maintenant, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé cette nuit-là, une nuit qui allait changer la vie de Lucas Henrik à jamais. Une nuit qui avait commencé comme tant d'autres, mais qui allait se terminer par une révélation totalement imprévisible. Ce samedi matin-là, Lucas Henrik se leva tôt, comme tous les jours depuis 30 ans. À 62 ans, il conservait la vigueur d'un homme qui ne connaissait pas la faiblesse, pas même la sienne. La routine était sacrée pour lui. Il se levait à 6h30, se promenait 45 minutes dans les jardins de sa propriété d'Alphaville, buvait un café noir sans sucre, puis se rendait dans son bureau, une pièce au mur lambrissée de bois précieux, offrant une vue panoramique sur São Paulo, que peu de gens auraient la chance de contempler. Sa fortune était si considérable qu'il avait cessé de compter ses avoirs. Le chiffre n'avait plus aucune importance. Mais ce qui le définissait vraiment, ce n'était pas l'argent en lui-même, mais la maîtrise absolue qu'il exerçait sur chaque aspect de sa vie. Margarida, son ex-femme, avait quitté le manoir 3 jours auparavant. Les papiers du divorce étaient signés, mais la séparation émotionnelle durait depuis des années. Ils dormaient dans des chambres séparées depuis 2015. Bien sûr, personne dans la haute société n'était au courant. Lucas entretenait les apparences d'un mariage parfait, car la réalité importait peu face à l'image publique. Son plus jeune fils, Arthur, 31 ans, vivait toujours dans une aile du manoir, mais passait le plus clair de son temps en soirée, dans des boîtes de nuit huppées, et à se livrer à des affaires douteuses dont Lucas préférait ignorer les détails. Mais Lucas ignorait quelque chose ce samedi matin-là, un secret que son fils Arthur lui cachait depuis des mois, un secret qui allait déclencher tout ce qui allait suivre. Sa fille, Béatrice, âgée de 35 ans, vivait à New York et ne communiquait avec son père que par téléphone, généralement de manière froide et formelle. En somme, Lucas vivait seul dans un manoir de 400 mètres carrés, entouré de domestiques et d'employés qui lui obéissaient par crainte et par autorité. Il arpentait ses couloirs tel un roi dans son château,
sans jamais songer que, peut-être, ce château était bâti sur des sables mouvants. Roberto était jardinier et entretenait les jardins de la propriété depuis 12 ans. Il arrivait ponctuellement à 7 heures du matin, partait à 5 heures de l'après-midi, connaissait chacune des 600 plantes du manoir par son nom et n'avait jamais manqué un seul jour. Sa fille étudiait l'ingénierie dans une université publique grâce au salaire que lui versait Lucas. Sa femme travaillait comme femme de ménage dans 3 manoirs d'Alphaville, complétant ainsi les revenus de la famille. Roberto avait un fils de 7 ans qui rêvait de devenir footballeur. Il était exactement le genre d'employé que Lucas respectait, travailleur, discret et fiable. Pendant ces 12 années, leur conversation n'avait jamais duré plus de 3 minutes. Mais ce que Lucas ignorait, c'est que Roberto avait commencé à remarquer d'étranges choses au manoir, des mouvements suspects, des lumières allumées à des heures inhabituelles. Et ce samedi-là, Roberto arriverait bien plus tôt que d'habitude et découvrirait quelque chose qui allait bouleverser le cours de cette histoire. Ce samedi matin-là, Lucas descendit l'escalier, vêtu de son costume de soie italienne et de ses pantoufles en cuir importé, s'attendant à retrouver le silence habituel qui caractérisait ses week-ends solitaires. Mais lorsqu'il entra dans le salon, celui au sol de marbre blanc de Carrare et aux murs couverts de tapisserie médiévale, il comprit que quelque chose avait changé. Il manquait quelque chose. Et alors, il comprit exactement quoi. Sur la table basse en cristal biseauté, où il rangeait toujours ses effets personnels, un petit coffre-fort en bois sombre, de la taille d'une boîte à chaussures mais aussi lourd que le destin lui-même, avait disparu. À l'intérieur se trouvait une montre en or de 1952, une Patek Philippe Aquano, qui avait coûté à Lucas plus de 300 000 réaux. C'était plus qu'une montre. C'était le symbole de son ascension sociale, un héritage que son père lui avait laissé alors qu'il était encore trop pauvre pour comprendre la valeur de son bien. La panique envahit Lucas comme l'eau qui déborde d'un réservoir. Il parcourut la maison en courant, vérifiant chaque recoin, chaque tiroir. Rien. L'horloge avait disparu. D'une main tremblante, il consulta les images des caméras de sécurité. Ce qu'il vit sur l'enregistrement de la veille le glaça d'effroi, car il n'y avait pas qu'une seule personne à l'écran. Il y en avait 2, et l'une d'elles était quelqu'un qu'il n'aurait jamais soupçonné. Alors que la panique laissait place à une froideur meurtrière, dont seuls des hommes, comme Lucas était incapable, une seule certitude s'imposa à lui. Roberto lui avait volé sa montre. Personne d'autre n'avait accès à cette pièce la nuit. La sécurité le confirmerait. Mais Lucas n'avait pas besoin de confirmation. Il le savait déjà. Ou plutôt, il croyait le savoir. Et pour un homme comme Lucas, croire revenait à savoir. Et cette certitude allait le conduire à commettre la plus grande erreur de sa vie. La police arriva au manoir en moins de 30 minutes. Lucas avait passé un coup de fil qui avait déclenché des contacts à différents niveaux des forces de l'ordre. Un ami proche, inspecteur de police, 2 agents en alerte, un enquêteur spécialisé dans les vols et cambriolages qui devait des services à Lucas. C'était la réalité pour quelqu'un qui avait bâti une fortune. Le système fonctionnait différemment quand on avait les moyens. Pendant que les agents fouillaient à la propriété, photographiant tout, Lucas, assis dans son salon, sirotait un café refroidi depuis quelques minutes, attendant que le système fonctionne comme toujours, rapidement, efficacement et en sa faveur. Mais il y avait quelque chose que Lucas n'avait toujours pas compris, quelque chose que la caméra de sécurité avait filmé, mais qu'il avait ignoré dans sa panique. Une valise. Une valise qu'il reconnaîtrait dès qu'il la reverrait, mais qui, pour l'instant, était si enfouie dans sa mémoire qu'il était incapable d'accéder à ce souvenir. Roberto est arrivé lundi matin comme si de rien n'était. Il ignorait tout du vol. Il ignorait que Lucas avait appelé la police samedi soir. Il ignorait que les images des caméras de surveillance étaient visionnées à cet instant précis. Il savait seulement qu'il avait des plantes à tailler, des fleurs à fertiliser et une famille qui attendait son salaire à la fin du mois. Lorsque Lucas l'a vu franchir le portail de service, son sécateur à la main et son chapeau à large bord pour se protéger de la chaleur de São Paulo, un événement irréversible s'est produit. Lucas sortit en courant, le visage rouge, pointant du doigt le jardinier et hurlant des accusations qui déchiraient l'air du matin comme des lames acérées. « Tu m'as volé ma montre, espèce de salaud. Tu avais tout et tu m'as volé. 18 ans à te faire confiance et c'est comme ça que tu me remercies ?» Roberto, 57 ans, le visage hâlé par le soleil et les mains calleuses, cligna simplement des yeux. La réalité de l'instant était trop forte pour qu'il puisse la contenir. Il s'était réveillé ce matin-là en pensant à sa fille,
qui avait obtenu la note maximale en mathématiques. Il était heureux. Et puis, soudain, il était accusé de vol par un homme qu'il respectait profondément. « Monsieur Lucas, je ne volerai jamais rien, monsieur. Jamais de la vie, » répondit Roberto, la voix tremblante, mêlant confusion et indignation. Mais il y avait dans son regard quelque chose qui révélait une vérité qu'il n'avait pas encore pleinement comprise. Une vérité que Lucas allait bientôt découvrir. « Tais-toi, la police enquête déjà. Tu seras arrêté aujourd'hui. Ce sera enregistré. Tu ne travailleras plus jamais nulle part, espèce d'enfoiré. » Roberto tenta de s'expliquer. Il expliqua qu'il avait passé tout le samedi avec sa famille, que sa femme et son fils pouvaient en témoigner, qu'il n'avait aucune idée de ce dont parlait Lucas. Mais Lucas n'écoutait pas. Lucas était dans un état où la raison l'avait complètement abandonné. Il avait décidé que Roberto était coupable, et à ce moment-là, rien, absolument rien, ne pourrait le faire changer d'avis. La police a emmené Roberto pour l'interroger. Ils ont fouillé sa maison, une petite maison de 3 chambres où flottait encore l'odeur du petit déjeuner et de l'amour familial. La femme de Roberto pleurait. Son fils demandait pourquoi son oncle Lucas était si méchant avec son père. Sa fille, étudiante en ingénierie, bientôt la première de sa famille à obtenir un diplôme universitaire, voyait son père interrogé pour un vol qu'il n'avait pas commis. Tout s'est effondré en quelques heures. Mais tandis que la vie de Roberto s'effondrait dans un lieu bien différent de la ville, quelqu'un observait la scène avec un mélange de culpabilité et de désespoir absolument insupportable. Quelqu'un qui travaillait dans ce manoir, qui connaissait tous les secrets de Lucas et qui ne pouvait plus se taire sans que sa conscience ne la ronge. 3 jours après l'accusation, alors que Roberto était toujours sous le coup d'une enquête et que sa vie s'effondrait, Lucas reçut un appel de son assistant personnel, un jeune homme nommé Felipe, qui avait travaillé pour lui 2 ans auparavant. Felipe semblait nerveux, sa voix tremblant légèrement au téléphone. « Monsieur Lucas, je dois vous parler de quelque chose d'important. Il s'agit du voyage que vous avez fait à Miami la semaine dernière. » Lucas ressentit un malaise soudain. Le voyage avait été bref, 3 jours de travail seulement. Il avait conclu une transaction immobilière de 14 millions d'euros. Tout s'était déroulé à merveille. Mais le ton de Felipe laissait entendre que tout n'avait peut-être pas été aussi parfait. « Parle, Felipe. Je n'ai pas de temps à perdre avec des mystères. Tu as laissé un de tes sacs dans ma voiture, le grand sac en cuir foncé. J'allais te le rendre, mais, eh bien, j'ai trouvé quelque chose en rangeant mon coffre. Je me suis dit que tu voudrais le savoir avant que quelqu'un d'autre ne le découvre. » Le cœur de Lucas s'emballa. Cette valise. Oui, il s'en souvenait. Il l'avait emportée à Miami, avec ses documents les plus importants. Et puis, à son retour, il l'avait tout simplement laissée dans la voiture de Felipe, sans même y penser. Quel était l'objet, Felipe? « Monsieur Lucas, c'était votre montre, la Patek Philippe. Elle se trouvait dans un compartiment secret de la valise. Il semblerait que vous l'y ayez mise et que vous l'ayez oubliée. Mais ce n'est pas tout, Monsieur Lucas. Vous devez savoir beaucoup plus de choses sur la façon dont cette montre s'est retrouvée dans cette valise. » Le silence qui suivit fut absolu. Lucas eut l'impression que le monde entier s'écroulait sous ses pieds. Il avait accusé Roberto de vol. Il avait fait intervenir la police. Il avait ruiné la réputation d'un innocent sur la base d'une simple supposition. Et la montre était restée à moins de 2 mètres de lui tout ce temps, dans la valise qu'il avait lui-même placée dans la voiture de son assistant. Dans cette même valise qui se trouvait littéralement dans son appartement, sur un parking qu'il fréquentait quotidiennement. « Felipe, je serai à ta porte dans 20 minutes, » répondit Lucas d'une voix qu'il ne reconnut pas. Il raccrocha les mains tremblantes. Et alors, pour la première fois depuis des années, Lucas Henrique ressentit quelque chose qu'il avait réussi à éviter pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. La culpabilité, ce sentiment profond, accablant. Mais tandis que la culpabilité commençait à l'envahir, un autre sentiment se fit jour. Un sentiment encore plus troublant. Car Lucas commença à se demander si Felipe était au courant pour la montre, que savait-il d'autre? Et comment, au juste, cette montre s'était-elle retrouvée dans cette valise? La montre était dans la valise, exactement comme Felipe l'avait dit. Lucas le vit de ses propres yeux et sentit le monde s'écrouler autour de lui au ralenti. Il avait détruit un homme bien, un homme qui, pendant 10 ans, lui avait toujours rendu service honnêtement. Et Lucas l'avait accusé de vol simplement parce que c'était la conclusion la plus facile, l'explication qui correspondait le mieux à ses préjugés sur les pauvres, sur les employés, sur ceux qui n'avaient pas son niveau d'éducation ni ses relations. Tandis que Lucas serrait la montre de ses mains tremblantes,
Felipe révéla enfin toute la vérité. Une vérité qu'il avait gardée secrète pendant des mois. Une vérité concernant Arthur, son plus jeune fils. Une vérité qui expliquait non seulement comment la montre s'était retrouvée dans cette valise, mais aussi pourquoi Arthur avait disparu du manoir samedi soir, sans laisser de traces. « Monsieur Lucas, Arthur m'a demandé de déposer la montre là. Il m'a dit qu'il avait besoin que vous croyiez qu'elle avait été volée. Il a dit qu'il avait de sérieux problèmes avec des gens très dangereux, et que si vous croyiez qu'il y avait eu un cambriolage à la maison, il pourrait peut-être profiter de la situation pour disparaître sans que vous ne le recherchiez. Arthur était en fuite, monsieur Lucas, et il a utilisé le jardinier innocent comme couverture pour s'échapper. » Lucas appela immédiatement son avocat et lui expliqua la situation. L'avocat contacta la police pour faire cesser l'enquête visant Roberto. Mais le mal était fait. Roberto avait perdu son emploi. La nouvelle de l'enquête policière se répandit comme une traînée de poudre dans le quartier, la copropriété et les cercles d'amis des employés de maison. Nombreuses furent les familles qui renoncèrent à embaucher Roberto pour leur jardin, car, dans l'esprit des gens, une enquête policière implique d'emblée une présomption de culpabilité. Mais alors que Lucas s'apprêtait à présenter ses excuses à Roberto, une pensée encore plus urgente l'appela. Arthur avait disparu. Son fils était en danger. Un danger si grave qu'il avait préféré disparaître et laisser un innocent être accusé, de vol plutôt que d'affronter la réalité. Et Lucas commençait à comprendre que peut-être, tout simplement, il avait fondamentalement failli à son rôle de père, qu'Arthur ne s'était peut-être jamais senti suffisamment en sécurité pour confier la vérité à son père. Lucas engagea des détectives privés pour retrouver Arthur. Mais au fil de ses recherches, une question de plus en plus troublante se posa à lui. Qu'avait fait Arthur de si grave? Avec qui était-il impliqué? Et combien de temps? Faudrait-il pour que tout s'effondre? La fille de Roberto, étudiante en ingénierie qui rêvait d'être la première de sa famille à obtenir un diplôme universitaire, prit 3 jours de congé pour s'occuper de son père, plongé dans une profonde dépression. Son épouse travaillait sans relâche pour tenter de compenser la perte de revenus. Quant à leur jeune fils, celui qui rêvait de devenir footballeur, il n'arrêtait pas de demander pourquoi les enfants de son école traitaient son père de voleur. Lucas savait qu'une excuse formelle ne suffirait pas. Il savait que dans cette situation, l'argent semblait sale, bien trop sale. Mais ce qui le troublait le plus, c'était une vérité très simple qui commençait à se cristalliser dans son esprit. Il n'était pas un homme bon. Toute sa vie, il avait cultivé l'image d'un homme de principe, d'honneur, d'intégrité en affaires. Mais cette semaine-là, il avait découvert que tout cela n'était qu'une illusion, qu'il était si facile de détruire quelqu'un quand on avait le pouvoir, que sa certitude absolue quant à la culpabilité de Roberto ne reposait pas sur des preuves solides, mais sur des préjugés profondément ancrés dont il ignorait même l'existence. Tandis que Lucas ruminait sa culpabilité, les enquêteurs l'appelèrent. Ils avaient une piste concernant Arthur. Ils avaient découvert dans quel pays il se cachait. Et ils avaient également découvert la véritable raison de sa fuite, une raison qui rendait la situation bien pire que ce que Lucas avait imaginé. Alors que Lucas, seul dans son bureau, serrait contre lui la montre qui lui avait tant fait souffrir, il commença à comprendre qu'il y avait peut-être une autre dimension à cette histoire, que peut-être, juste peut-être, Roberto n'était pas le seul à avoir commis un vol cette semaine-là, et que peut-être lui-même, Lucas, avait volé quelque chose de bien plus précieux, la dignité d'un innocent. Désormais, la question était, aurait-il le courage de tenter de récupérer ce qu'il avait perdu? Et surtout, aurait-il le courage d'affronter la vérité concernant son fils? Lucas s'est rendu chez Roberto sans prévenir. Il a simplement quitté son manoir, est monté dans sa voiture de luxe et a pris la route pour ce quartier périphérique où habitait Roberto. Ce n'était pas un endroit que Lucas fréquentait habituellement. Il le traversait lors de ses déplacements sans jamais vraiment s'y attarder. Des rues sans pavage, de petites maisons aux fenêtres donnant directement sur la rue, des enfants jouant sur des terrains vagues, des femmes penchées aux fenêtres, bavardant tout en étendant leur linge. Quand il frappa à la porte de Roberto, un silence de mort s'abattit sur la rue. Sur leur balcon, les gens se mirent à chuchoter. Un homme riche était arrivé. Dans un quartier pareil, cela ne présageait rien de bon. Mais ce que Lucas allait découvrir en entrant dans cette maison le choquerait plus que tout ce qu'il avait vécu jusqu'alors. Roberto ouvrit la porte et, lorsqu'il vit Lucas, son expression mêla surprise, peur et une colère contenue qui s'était accumulée durant ces jours d'humiliation publique. Il n'invita pas Lucas à entrer. Ils restèrent debout sur le seuil,
à la portée de tous. « Je suis venu te rendre la montre qui était dans mon sac, » dit Lucas en tendant un petit étui en cuir. « Et je suis venu m'excuser. » Roberto ne prit pas la montre. « Les excuses ne me rendent pas ma dignité, monsieur Lucas. Les excuses ne me rendent pas les emplois que j'ai perdus. Les excuses ne rendent pas le sommeil à ma fille. Elle a passé 3 nuits blanches, craignant que son père ne soit arrêté pour un vol qu'il n'a pas commis. Et à cet instant précis, Lucas prit conscience d'une chose qu'il avait ignorée toute sa vie. Il avait le pouvoir et la capacité de forger des destins tragiques. Le pire, c'était qu'il s'était toujours justifié, se disant que c'était inévitable, que c'était ainsi que fonctionnait le monde. Mais face à cet homme qui avait travaillé honnêtement, cet homme qui avait fondé une famille et tenté de vivre dignement dans un monde qui cherchait sans cesse à le lui ravir, Lucas comprit enfin l'ampleur de sa culpabilité. « Tu as raison, » répondit Lucas d'une voix si basse qu'on l'entendait à peine. « Les excuses ne résolvent rien, mais j'aimerais essayer, d'une manière ou d'une autre, d'arranger les choses. Et je dois aussi te parler de mon fils, quelque chose qui pourrait être lié à tout ça. » Roberto invita Lucas à entrer. À sa grande surprise, ils s'installèrent dans le petit salon orné de photos de famille et de récompenses scolaires accrochées au mur, témoins d'une vie menée avec dignité malgré les difficultés. Tandis que Lucas commençait à raconter l'histoire d'Arthur, des enquêteurs et de la fuite de son fils, Roberto se mit à dévoiler ses propres secrets. « Monsieur Lucas, il y a quelque chose que je dois vous dire depuis longtemps, à propos de samedi soir, à propos de ce que j'ai vraiment vu en arrivant plus tôt pour arroser les plantes qui nécessitaient une attention particulière. » Lucas se figea. « Quoi ? J'ai vu votre fils sortir par la fenêtre du salon. Je l'ai vu mettre quelque chose dans une valise. J'ai tout vu, monsieur Lucas. Mais quand vous m'avez accusé, j'ai pensé qu'il valait peut-être mieux me taire, parce que je savais que vous accuser reviendrait à vous détruire comme vous étiez en train de me détruire. Et à ce moment-là, honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Et ce fut le tournant. Car Lucas comprit enfin que Roberto, même face à une accusation injuste, avait fait preuve de compassion à son égard, et cela lui permit de comprendre qui était la véritable personne de bien dans cette situation, et qui avait encore beaucoup à apprendre. 2 mois plus tard, alors que la poussière s'était quelque peu retombée sur le scandale qui avait secoué toute la communauté d'Alphaville, Lucas reçut la visite inattendue de sa fille Béatrice. Elle avait quitté son appartement new-yorkais pour une semaine afin de venir au Brésil. Elle avait tout appris de l'incident grâce aux appels de ses amis et aux messages de ses connaissances. Elle avait donc décidé qu'il lui fallait rentrer et parler directement à son père de quelque chose qui la préoccupait depuis longtemps. Ils étaient assis dans le salon, là où tout avait commencé, juste là, sur ce canapé de velours bleu foncé où Lucas lisait habituellement ses journaux financiers. Béatrice, à 35 ans, était devenue une femme indépendante, une consultante en affaires prospère à Manhattan. Mais ce jour-là, elle était assise comme une fille qui avait enfin décidé de révéler à son père un secret qu'elle gardait depuis des années. « Papa, il faut que je te dise quelque chose », commença-t-elle d'une voix ferme, mais légèrement tremblante. « Arthur m'a tout raconté sur toi et maman. Comment tu l'as mise à la porte sans même avoir une conversation honnête. Comment tu l'as déshéritée, sans lui donner d'explication. Mais ce n'est pas tout. Arthur m'a aussi parlé de ses fréquentations, de l'argent qu'il détournait de ses comptes et des menaces qu'il recevait. « Béatrice, ce sont des questions compliquées, » commença Lucas, mais elle leva la main pour le couper, son visage affichant une détermination qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. « Laisse-moi terminer. Quand tu as accusé Roberto, quand tu as détruit cet homme sur la base d'une simple supposition, j'étais à New York et je recevais des messages de connaissances qui me disaient que mon père avait enfin révélé sa vraie nature, que toute cette façade d'homme de principe n'était qu'une façade. Et tu sais ce qui m'a le plus blessé? Le fait qu'au fond, je le savais déjà. J'ai toujours su que tu étais capable de cruauté, parce que je t'ai vu l'être envers moi, envers ma mère, même envers Arthur, quand il ne répondait pas à tes attentes. » Lucas resta silencieux. Les larmes commencèrent à couler sur son visage. Puis Béatrice prononça les mots qui allèrent le briser définitivement. « Papa, Arthur a tenté de se suicider. Il était endetté auprès de gens dangereux, des trafiquants, et quand sa dette a atteint un tel niveau, il n'a vu qu'une seule issue. Sans Felipe, qu'il a trouvé à temps, il serait mort cette nuit-là. Arthur est en vie par pur hasard, et tu ne savais même pas qu'il était en danger. Je suis là parce que tu as enfin commencé à changer, et parce que Roberto a eu le courage de refuser ton argent au départ. Il n'a accepté que parce que sa fille le lui a demandé,
Elle avait compris que tu essayais d'apprendre quelque chose. Mais papa, il faut qu'on parle de toutes les autres personnes que tu as blessées, de toutes les autres vies que tu as détruites, pendant que tu étais occupé à bâtir ton empire financier. Parce que sinon, toute cette histoire avec Roberto ne sera qu'un épisode de plus dans une vie entière de mépris pour ceux qui sont différents de toi. Et à cet instant, Lucas comprit enfin l'ampleur de sa culpabilité, que ce n'était pas seulement à cause de Roberto, que c'était un comportement tellement ancré en lui qu'il ne le reconnaissait plus comme répréhensible, que la montre n'avait peut-être pas disparu par hasard, qu'il l'avait peut-être rangée dans ce compartiment secret dans un acte inconscient d'auto-sabotage, car au plus profond de lui-même, il savait qu'il devait se réveiller. « Où est Arthur maintenant ?» demanda Lucas, d'une voix si faible qu'on l'entendait à peine. « Il est en centre de réadaptation, non seulement pour soigner sa dépression et ses pensées suicidaires, mais aussi pour échapper aux personnes qui le menaçaient. Il a beaucoup de chemin à parcourir. Et toi aussi, papa, tu as également beaucoup de chemin à parcourir. » Il devait cesser de vivre dans l'illusion d'une certitude absolue. Il devait enfin comprendre ce que signifiait être pleinement humain. Alors, tandis que Béatrice le serrait dans ses bras sur ce canapé, tandis qu'ils pleuraient ensemble pour la première fois depuis des années, Lucas comprit que cette histoire n'était pas terminée. En réalité, elle ne faisait que commencer, car détruire l'illusion de qui l'on est n'est que le premier pas. Le véritable travail, celui de se reconstruire avec honnêteté, humilité et un respect sincère pour autrui, serait bien plus long, bien plus difficile, et constituerait peut-être le véritable cheminement qui justifierait une vie entière d'apprentissage. Mais il restait une dernière révélation que Lucas n'avait pas prévue, une vérité qui allait tout changer une fois de plus. Car lorsque Lucas rendit enfin visite à Arthur à la clinique de réadaptation, son fils lui révéla qu'il devait absolument rencontrer une personne en particulier, une personne qui l'avait aidé à se sauver cette nuit-là, une personne que Lucas n'aurait jamais imaginée, même en rêve, et cette personne était sur le point d'entrer dans la salle de thérapie à cet instant précis. 6 mois plus tard, la situation de Lucas avait radicalement changé. Il avait réembauché Roberto, mais cette fois-ci non plus comme jardinier soumis à des ordres aveugles, mais comme responsable de toute l'équipe de jardiniers du manoir. Son salaire, 3 fois supérieur à ses fonctions précédentes, reflétait cette responsabilité. De plus, Lucas avait créé un fonds d'investissement baptisé « Seconde Chance », doté de 50 millions de réaux, destiné à aider les victimes d'injustices judiciaires ou de préjugés sociaux. Béatrice était rentrée à New York et désormais, elle communiquait réellement avec Lucas, des conversations qui duraient des heures, des appels qui n'étaient plus de simples formalités. Elle ne faisait toujours pas entièrement confiance à son père, cette confiance se reconstruirait petit à petit, mais il y avait maintenant une véritable ouverture, une volonté commune de faire des efforts. Arthur avait quitté la clinique après 4 mois de thérapie intensive. Il avait trouvé un emploi dans une ONG venant en aide aux personnes sans abri. Il avait trouvé un sens à sa vie en aidant les autres, en comprenant l'impact de ses choix sur son entourage, et surtout, il avait commencé à tisser une relation authentique avec son père, fondée non pas sur l'avidité ou le pouvoir, mais sur une vulnérabilité partagée. Mais la transformation la plus profonde avait été personnelle. Lucas avait commencé à passer du temps dans les favelas, à parler aux domestiques, aux jardiniers et aux femmes de ménage qui travaillaient dans les somptueuses demeures d'Alphaville. Il avait commencé à entendre de vraies histoires de vie, des histoires de sacrifice, de dignité préservée malgré l'adversité, d'amour familial plus fort que n'importe quelle difficulté financière. Et à chaque histoire, son ancienne vision du monde s'effritait un peu plus. Il avait également commencé à enquêter sur ses propres affaires. Il avait découvert que ses supérieurs avaient recours à des pratiques douteuses et qu'il avait profité d'exploitation sans même s'en rendre compte. Au lieu de simplement licencier les responsables, Lucas avait choisi de restructurer toute son entreprise selon les principes de justice sociale et d'équité. Un soir, des mois plus tard, Lucas invita Roberto à prendre le thé au salon, cette même pièce où tout avait commencé, où l'accusation avait été portée, où le secret de la montre avait été gardé. Roberto était assis sur ce canapé de velours bleu foncé, encore un peu mal à l'aise en présence de Lucas, comme si la confiance perdue pouvait être regagnée simplement avec de l'argent ou des promotions. « Roberto, je voulais que tu saches quelque chose, » commença Lucas. « Tu ne m'as pas seulement empêché de détruire la vie d'un innocent. Tu m'as aussi empêché de mourir comme un homme qui n'a jamais appris à être vraiment humain.
Tu m'as forcé à me confronter à ma véritable nature et à ce que je pouvais devenir. Et malgré tout ce que j'ai fait, malgré toute cette injustice, tu as gardé ta dignité. Et ça n'a pas de prix. » Roberto garda le silence un long moment. Puis, les larmes aux yeux, il répondit « Monsieur Lucas, ces mois ont été un véritable calvaire. Mon fils en fait encore des cauchemars. Ma fille est toujours nerveuse à la vue d'une voiture de police. Mais oui, j'ai aussi appris quelque chose. J'ai appris que même les hommes riches et puissants peuvent changer, que même celui qui m'a fait du mal peut sincèrement essayer de réparer ses erreurs. Et c'est une leçon précieuse. » Et à cet instant, les deux hommes s'étreignirent. Non pas comme patron et employé, ni comme riches et pauvres, mais comme deux êtres humains qui avaient traversé une tragédie et qui, d'une manière ou d'une autre, étaient parvenus à la transformer en sagesse. Pourtant, Roberto gardait un secret pour lui, un secret qu'il n'avait jamais révélé à Lucas, un secret qui entraînerait Lucas dans un ultime voyage de rédemption, bien plus grand que tout ce qu'il avait connu jusqu'alors. Car voici la vérité que la plupart des gens ignorent. La rédemption a un prix. Elle exige de renoncer à tout ce que vous croyez savoir de vous-même. Elle vous demande de renoncer à votre ancienne identité et de vous éveiller à la possibilité de devenir qui vous pourriez être. Et parfois, cette transformation ne se forge pas dans les moments de succès et de célébration, mais précisément dans les moments les plus sombres, lorsque vous prenez pleinement conscience de votre culpabilité et décidez de ne plus vivre ainsi, non pas parce que d'autres vous y obligent, mais parce que vous comprenez enfin que vous méritiez mieux, que tous ceux qui vous entouraient méritaient mieux, et que peut-être, si vous avez de la chance, il est encore temps d'essayer d'y parvenir. Mais lorsque Roberto révéla enfin son secret, une vérité qu'il avait gardée cachée pendant tous ces mois, Lucas comprit que son chemin vers la rédemption ne faisait que commencer. Une révélation liée à la mort de son propre père, survenue des décennies auparavant. Une révélation qui reliait des passés lointains d'une manière que Lucas n'aurait jamais imaginée, et qui le forcerait à se confronter non seulement à qui il était, mais aussi à la véritable nature de sa famille. Une vérité qui ébranlerait les fondements de tout ce que Lucas avait bâti dans sa vie. Voilà, c'est tout. C'était l'histoire de Lucas Henrique, de la montre disparue puis réapparue, et de la transformation qui s'est opérée lorsqu'un homme a enfin décidé d'être honnête avec lui-même. Une histoire qui ne se termine pas par une simple rédemption, mais par la prise de conscience que le véritable cheminement est bien plus profond, bien plus troublant et potentiellement bien plus transformateur que tout ce que nous pouvons imaginer. Laissez vos commentaires ci-dessous. Pensez-vous que les actions de Lucas ont suffi à réparer les dégâts qu'il a causés? Ou pensez-vous que certaines blessures sont inguérissables, que ni l'argent ni les excuses ne pourront jamais vraiment guérir? Et surtout, aimeriez-vous connaître la suite de cette histoire? Car il y a encore beaucoup à révéler sur Roberto, sur le secret qu'il a gardé et sur les liens historiques qui unissent ces deux familles d'une manière totalement imprévisible. Vous souhaitez découvrir d'autres histoires comme celle-ci? Alors abonnez-vous et laissez un like pour que nous puissions continuer à vous proposer ce contenu inspirant. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Merci de me suivre dans cette aventure extraordinaire.